Dès que l'on évoque l'époque des muscle cars, d'innombrables images magnifiques refont subitement surface. Mais un nom était plus que tout autre synonyme de muscle car. Ce nom était Hearst. Pendant près de 40 ans, Hearst a signifié haute performance et qualité. Cette firme a acquis sa réputation en fabriquant l'un des produits les plus populaires de cette période, le levier de vitesse Hearst. Mais Hearst ne se contenta pas de produire des leviers de vitesse, sa contribution alla bien au-delà. Ce grand homme mit également au point des outils destinés à sauver des vies. Par ailleurs, son soutien à la compétition dragster dès ses premiers balbutiements a permis à ce sport de se faire reconnaître. Cette société s'est par ailleurs associée à la plupart des grands constructeurs américains afin de produire quelques-unes des muscle cars les plus mémorables. Toutes ces réalisations ont vu le jour grâce à l'intuition d'un homme, George Hearst. Dick Chrysler est entré chez Hearst en 1966. Il était alors chargé, entre autres choses, de laver les voitures et de passer l'aspirateur. En 1981, il est devenu propriétaire de la société. Il attribue sa réussite dans les affaires au fait d'avoir pu côtoyer George Hearst. Il n'y aura plus jamais un autre George Hearst. Il y a des gens comme cela qui ont de l'intuition et que l'on n'en rencontre qu'une seule fois dans sa vie. Je remercie Dieu de m'avoir offert la chance de travailler pour lui. George Hearst a, par sa seule présence, rendu ce monde beaucoup plus vivable. Jack Watson était le bras droit de George Hearst pour les projets spéciaux, mais la plupart des gens le connaissaient en tant que Doc Watson, le shifty docteur de Hearst. Il n'a pas oublié comment George Hearst s'y prenait pour obtenir ce qu'il voulait. Nous avons fait appel à des gens très talentueux et incroyablement travailleurs. À mesure qu'il progresse, un sport doit trouver de nouveaux capitaux. Les équipes de funny car ou d'autres catégories ont recherché des sponsors et les sponsors ont apporté l'argent. Des voitures comme la Hearst Olds, avec sa ligne élégante et sa puissance spectaculaire, ont apporté la preuve du savoir-faire de cette produire de très belles muscle cars. À l'autre bout de l'aventure, des voitures comme l'Hemi Barracuda ont démontré que Hearst pouvait aussi se concentrer sur la puissance à l'état brut. Des voitures comme la phénoménale Hemi Underglass ont peut-être révélé ce qu'il y avait de meilleur dans la production de cette société très diversifiée. George Hearst croyait en la puissance, mais il vénérait aussi la publicité. George Hearst la considérait comme une sorte de scène incontournable. C'était sa scène et elle mesurait 400 mètres. Les chevaux de bataille de Hearst, comme l'Hemi Underglass, ont pris part à de nombreux shows d'ouverture de compétition dragster devant des milliers de passionnés. Mais pour être sûr, personne n'oublierait jamais le nom de Hearst. Cette société a aussi employé l'une des porte-paroles les plus efficaces qui soit dans le domaine des sports mécaniques, Miss Linda Vaughn. Hearst était engagé dans la compétition et nous voulions que ce nom soit connu de tout le monde. Avec ce mélange d'engineering, de puissance, d'imagination et de relations publiques, les machines produites par George Hearst et son équipe dévouée de Hot Rodders suscitèrent beaucoup d'enthousiasme au cours de cette grande époque de la muscle car. Les propriétaires de voitures puissantes dans les années 50 avaient généralement un gros souci, le levier de vitesse d'origine. En effet, ces leviers de vitesse étaient le maillon faible entre le moteur et le bitume. Heureusement, George Hearst eut l'idée pour y remédier. Hearst fit ses débuts dans le secteur de l'automobile en 1954 et en 1958, il s'associa à un brillant ingénieur du nom de Bill Campbell. En dehors des modifications apportées sur des voitures, la compagnie, maintenant baptisée Hearst Campbell, réalisait un certain nombre de produits comme des supports moteurs ou encore des butoirs de pare-choc pour les bus Volkswagen. Hearst avait cependant bricolé un autre gadget, un levier de vitesse au plancher. Ce levier de vitesse était un vrai petit bijou, une fabrication méticuleuse et des innovations comme le reverse lockout qui empêchait de passer la marche arrière par erreur, permirent au levier de vitesse Hearst d'être particulièrement prisé par les Hot Rodders. En seulement quelques années, le manche chromé portant le nom de Hearst devint un véritable symbole auprès de tous les passionnés de hot rod. George Hearst jugea cependant qu'il fallait encore consolider son image de marque. C'était les meilleurs leviers de vitesse, les plus solides. Les pilotes les utilisent encore aujourd'hui. C'était là un chef-d'œuvre de conception. Le levier de vitesse Hearst était devenu incontournable. La plupart des voitures qui couraient en dragster en étaient maintenant équipées. Et en voyant des centaines de voitures arborer un décalcomanie Hearst, George Hearst réalisa à quel point il était essentiel que son produit fonctionne toujours à la perfection. Il mit sur pied un magasin mobile destiné à s'installer dans les stands lors des grands événements, à accueillir les pilotes et à leur offrir une assistance technique gratuite. Le concept de Shift Doctor me tenait beaucoup à cœur. Que pourrions-nous faire qui puisse être utile et qui puisse nous permettre de créer des liens avec les pilotes de dragster ou de la NASCAR? Il fallait montrer que Hearst se souciait de ses clients. N'importe quel pilote voulant se présenter dans une course et dont la voiture n'était pas retenue lors de l'inspection technique pouvait venir nous voir. Nous apportions alors gratuitement une solution aux problèmes rencontrés et avec les compliments de George Hearst.
En 1964, les Big Three commencèrent à produire des automobiles destinées à une clientèle de passionnés de compétition dragster. Les nouvelles muscle cars de Détroit étaient équipées de big blocks et de transmissions renforcées. Elles bénéficiaient en outre de toute dernière innovation en matière de hot rod. D'autre part, étant donné que les leviers Hurst représentaient ce qui se faisait de mieux en compétition, les hommes du marketing estimèrent qu'il serait judicieux d'utiliser la bonne image de ces sociétés auprès du public. Si vous vous rendez dans une soirée et que vous souhaitez vous amuser, allez-y avec quelqu'un connu de tout le monde. Le meilleur moyen pour Pontiac, Oldsmobile ou Buick de faire leur entrée sur un marché aussi particulier était de collaborer avec Hurst. Il ne fallut pas longtemps avant que la grande majorité des muscle cars à boîte 4 soient équipés d'un magnifique levier de vitesse chromé, ce qui a encore renforcé la réputation de solidité déjà bien établie de cette société. La gamme d'équipements tuning de Hurst incluait également un levier de vitesse pour les transmissions automatiques baptisé le Dual Gate et l'une des roues alliages les plus extravagantes jamais produites, simplement connue sous le nom de Hurst Wheel. Au milieu des années 60, les produits Hurst représentèrent le haut de gamme des pièces destinées au hot rod. Mais aussi novateur que George Hurst pouvait être en tant qu'ingénieur, il était encore plus doué pour la communication. La consolidation de la réputation de Hurst fut le fruit d'un double effort, la combinaison d'excellents produits et d'un sens très développé de la promotion. Nous avons demandé à la meilleure ambassadrice de la marque de nous en parler. Je ne chante pas, je ne danse pas, mais je manie le levier de vitesse comme personne. En 1966, la compétition dragster connaissait son heure de gloire. En moins de 20 ans, elle avait envahi les écrans de la télévision et rapportait à présent des millions de dollars. L'un des hommes à avoir le plus contribué à cette transformation fut George Hurst. Outre l'assistance gratuite aux pilotes et de superbes cadeaux comme les primes ou les voitures gratuites, Hurst organisa des centaines de manifestations qui firent affluer l'argent vers la compétition dragster et qui valorisèrent de plus en plus le nom de sa société. Toutefois, l'argent de la promotion le plus efficace et le plus visible fut sans le moindre doute Miss Hurst Golden Shifter. George Hurst a été comme un oncle pour moi et parfois même un père. Jack Duffy, le directeur des relations publiques, m'a pris sous son aile et je suis devenue un membre à part entière de la famille. Linda Vaughn débuta sa carrière de Miss Hurst Golden Shifter en 1966. Son image de Golden Girl de Hurst fut l'un des symboles les plus marquants de l'ère des muscle cars et joua un rôle déterminant dans le renom de cette marque auprès des passionnés d'automobiles. Je peux vous assurer que si je vois une Chevrolet 57 s'arrêter ou une Hurst Oldsmobile ou encore une Pontiac, que des voitures américaines, j'irai automatiquement voir si elle est équipée d'un levier de vitesse Hurst. Et dans 99% des cas, elles le sont toujours. Linda Vaughn demeure aujourd'hui l'une des personnalités les plus marquantes de l'univers de la compétition automobile. Mais tous les gens chargés de la communication chez Hurst ne furent pas toujours aussi polis et charmants. Certains furent même extrêmement tapageurs. La Hemi Underglass est apparue en 1965. C'était là un autre fruit d'imagination si fertile de Doc Watson. La Hemi Underglass est apparue au tout début de notre coopération avec Chrysler, qui cherchait alors à lancer son programme de funny car. J'étais toujours en quête de noms qui me permettraient d'intégrer la lettre H. Cela me donnait une bonne raison d'utiliser le logo Hurst. Plus tard, en voyant des barracudas pointer leur nez à New Baltimore, je me suis dit, hey, aucune hésitation. La Hemi Underglass devint immédiatement le dragster d'exhibition le plus populaire du monde. Lorsqu'il avalait les 400 mètres de piste sur deux roues, tout le monde se dressait sur ses deux pieds. En sa présence, les propriétaires de dragstrip pouvaient être assurés que le public ne resterait pas indifférent. La première fois que nous l'avons amené sur une piste, cette voiture s'est immédiatement cabrée sur ses roues arrière et les fans ont adoré ça. La légende de la Hurst Hemi Underglass était née. Elle dévalait toute la dragstrip en un temps de 9 à 10 secondes à 230-240 km/h et sur ses deux roues arrière. Pour ce qui était de l'extravagance, rien ne put cependant égaler cette voiture. Une Oldsmobile 442 de 1966, bimoteur et à 4 roues motrices. Son nom lui allait à la perfection, la Harry Oldsmobile. C'était une machine de givré. La Harry Olds devint la voiture d'exhibition la plus stupéfiante qui ait jamais descendu une dragstrip. Deux 425 Oldsmobile gonflés reçurent le traitement compétition complet avec entre autres des pièces détachées de Milodon, Mikey Thompson et Iskenderian. Fabriquer le châssis de la Harry, deux demi-units avant d'Oldsmobile Tornado furent assemblés et reliés par une cage de sécurité. Un moteur fut ensuite installé dans sa position normale et l'autre derrière le pilote. Chaque moteur entraînait deux roues motrices au moyen des boîtes pont Olds Tornado. Ces moteurs faisaient patiner les 4 pneus slick M&H sur toute la distance de la dragstrip, emportant le pilote Gentleman Joe Shebeck dans l'une des courses les plus folles jamais vues sur une piste de ce type, ou n'importe où ailleurs.
La Harry avait une tenue de route pour le moins fantaisiste. Elle a d'ailleurs fini dans un fossé à Saner. Elle a traversé 2 ou 3 champs de maïs et a quasiment terminé sa course dans une grange à New Baltimore. Nous ne savions jamais à l'avance où la Harry finirait sa course. Harry a rejoint la Amy Underglass dans sa tournée. Et quiconque a eu la chance de voir l'un de ces 2 monstres n'oubliera jamais cette expérience. Toutefois, la plupart des voitures que Hurst préparait pour des drag strips ne participaient à ces runs d'exhibition, même si cela n'aurait pas déplu à leurs propriétaires. En 1968, les firmes Chrysler et Hurst présentèrent 2 voitures conçues pour s'imposer dans la catégorie Super Stock, la Hemi Dart et la Hemi Barracuda. Nous avons construit 150 de ces voitures, 80 Dart et 70 Barracuda. Ils les apportaient dans nos ateliers avec une dépanneuse sans moteur ni transmission. Nous démontions l'essieu arrière pour le remplacer par un essieu renforcé et mettions en place des ailes et un capot en fibre de verre. Nous installions des portes et des vitres allégées et bien sûr des moteurs préparés ainsi que des transmissions Hemi avec des leviers de vitesse Hertz. Cela devenait alors les voitures de série parmi les plus rapides du marché. Mais les Hurst Cars dont la plupart des gens se souviennent le mieux sont celles-ci, les Hurst Oldsmobile. Produites à partir de 1968, ces voitures sont devenues les muscle cars les plus recherchées et ont élevé Hurst à un équipementier au statut de constructeur de véhicules spécialisés haute performance. La Olds 442 fut une muscle car spectaculaire avec un moteur puissant, une ligne superbe et une tenue de route exceptionnelle. Il fallait un optimisme à toute épreuve pour espérer améliorer cette voiture, mais Hurst était précisément réputé pour cela. George Hurst voulut réaliser un hot rod pour cadre supérieur, une 442 sur 131. Grâce au 455 cubic inch au lieu de l'habituel 400, l'objectif fut parfaitement rempli. Hurst entrevit immédiatement les possibilités que cela offrait, de même qu'Oldsmobile qui donna son feu vert pour la production de 500 véhicules. Mais il y avait quelques petits soucis. Pour les livrer chez les concessionnaires avant la fin du millésime 68, elles devaient toutes être terminées en seulement 30 jours. Au moment où le programme a été approuvé, nous n'avions plus le temps et il me fallait un bâtiment. Ted Lucas, l'ingénieur en chef d'Oldsmobile à l'époque, se rappelle comment ils ont résolu ces questions. Il fallait beaucoup d'imagination, croyez-moi. J'ai présenté Doc Watson à John Demer. John était un fournisseur de General Motors, c'était aussi un vrai passionné. Nous avons sorti les voitures et nous les avons envoyées chez John Demer, qui fut chargé de monter les boîtes de vitesse, les autocollants et les ailes. Voici une photo des voitures de 68. Elle a été prise dans l'usine de John Demer. Comme vous pouvez le voir, elle n'était pas vraiment à la pointe de l'automatisation. Il y avait encore un petit détail. GM avait adopté une politique qui interdisait que l'on installe des moteurs supérieurs à 400 cubic inch dans des voitures de taille moyenne. Mais Doc Watson a également... Pour tous ceux qui veulent le savoir, elles étaient déjà équipées du 455. Le Olds 455 prescrit par le docteur reçut ici un traitement spécial. Il fut doté d'un arbre à cames avec levée de 12 mm, des culasses à grosse soupape du 442, d'un carburateur Rochester Quadrajet et d'un allumage Racing. Le système d'admission forcière de la 442 permettait à ce moteur de développer 390 chevaux et un couple de 69,1 kg par mètre. Cette voiture était par ailleurs une 442 équipée bien entendu d'un levier de vitesse Hurst. Étant donné qu'Oldsmobile n'était pas disposé à accepter la couleur bronze mat si chère à Hurst, la Hurst Olds de 68 sortit en gris argenté avec des bandes noires spécifiques et le couvercle de malle arrière noir. Ce dernier fut mis en valeur par un fin filet blanc, toujours réalisé à la main par Paul Hatton. Il effectuait ce travail pour la somme princière de $20 par voiture. Il arrivait le soir et peignait les filets sur chacune des voitures d'une manière parfaite, tout en fumant une cigarette et en buvant une bière. Au bout de ces 30 jours extrêmement mouvementés, 515 de ces voitures furent assemblées. Mais grâce à la réputation de la marque Hurst, les concessionnaires Oldsmobile en avaient déjà passé commande pour près de 3000. À cause de cette demande et de l'attention que les médias portaient à ce mariage entre Oldsmobile et Hurst, la société Hurst en produisit pour l'année 69 914 exemplaires de plus, y compris 2 décapotables. Le modèle 69 reçut une peinture plus conforme au style Hurst, avec des bandes de couleur bronze sur une carrosserie blanche. L'alimentation du 455 en air frais était maintenant obtenue grâce à 2 extravagantes entrées d'air placées sur le capot, tandis qu'un aileron arrière fonctionnel était installé sur le coffre.
Les autres petites touches spéciales apportées à la Hurst Olds de 69 comprenaient des rétroviseurs latéraux de style anglais, des repose-têtes et des pneus de taille 60 sur des roues rallye Oldsmobile de 15 pouces. La Hurst première pace car des 100 miles d'Indianapolis à ne pas être produite par un grand constructeur, mais par une petite société spécialisée. Celle-ci resta fidèle à la tradition du hot rod pour cadre supérieur et produisit cette année-là 499 coupés et 120 décapotables. Au cours des 15 années qui suivirent, 7 autres versions de la Hurst Olds virent le jour. Chacune représentait ce style si particulier que seule une équipe de hot rodders menée par un homme du nom de Hurst pouvait imaginer. La Hurst Olds se situe aujourd'hui en haut de la liste des incontournables pour tout collectionneur de voitures classiques. Et chacune d'entre elles, de 68 à 84, est exactement telle que Hurst, Doc Watson, Dick Chrysler et le reste de leur équipe voulurent qu'elle fût. La muscle car élevée à un niveau supérieur. Elle représentait l'exaltation et la passion que les gens éprouvent toujours pour les automobiles. La personne qui en achetait une s'identifiait définitivement à elle. Hurst devint au cours de cette ère des muscle cars la première méga société et ce n'était pour elle qu'un début. Même si elle était plus connue dans le petit monde du dragster, la société Hurst s'engagea cependant dans tous les sports mécaniques aux États-Unis, de l'Indy à Bonneville. En 1965, les frères Summers tentèrent de battre le record de vitesse sur Terre avec cette voiture, la Golden Rod. Propulsée par 4 moteurs Chrysler EMI, la Golden Rod établit un nouveau record en dépassant les 654 km/h. Une bonne partie de son développement fut le résultat du travail du département recherche et développement de Hurst. Cependant, la compétition dragster restait la première passion de George Hurst. Et en 1969, American Motors désira le rejoindre pour réaliser une petite incursion dans ce sport. Cela déboucha sur la naissance de l'AMX SS, une imitation des EMI Barracuda et autres dards des années précédentes. 53 AMX dépouillés de toutes les pièces lourdes ou inutiles pour une voiture destinée à la compétition dragster, comme les renforts d'aile avant, la barre anti-roulis, les compas de capot et même le klaxon fut livré au bureau de recherche de Hurst. Lorsqu'elles en sortirent, elles avaient été transformées en super stocker, avec essieu arrière renforcé de 4,44, une cloche d'embrayage allégée et bien sûr un levier de vitesse Hurst. Sous le capot, le 390 AMX avait reçu un traitement complet avec une culasse Crane spéciale, un collecteur d'admission Edelbrock surmonté de 2 carburateur Oley 650 CFM, un collecteur d'échappement Doug et un système de refroidissement amélioré. Des pilotes comme Wayne Booth et Shirley the Dragon Lady Shahan coururent avec ces AMX Hurst pendant toute la saison 69 et l'exaltation provoquée par cette voiture amena la création d'une autre AM Hurst, mais celle-ci fut destinée à la route. American Motors a toujours été connue pour ses voitures économiques. Celle-ci n'en faisait cependant pas partie. La petite Rambler Rogue fut équipée de 390 de 315 chevaux de l'AMX. Derrière cela, on découvrait une transmission de 4 vitesses Borg-Warner actionnée par, vous l'avez deviné, un levier de vitesse Hurst et un essieu arrière autobloquant avec un rapport de pont de 3,54. Grâce à un excellent couple, cette petite voiture qui pesait à peine 1360 kg partait comme une véritable fusée. Avec sa peinture rouge, blanche et bleue de m'as-tu vu, et un clin d'œil à ceux qui faisaient de lourdes plaisanteries au sujet de Rambler, ils ont baptisé cette voiture la Hurst Scrambler. Produite dans un premier temps à seulement 500 unités, la Scrambler est rapidement devenue introuvable chez les concessionnaires AMC locaux. Hurst a donc décidé d'en construire 1012 de plus avec une peinture moins criarde mais tout aussi patriotique. Le fruit de la dernière collaboration entre Hurst et Chrysler, une voiture énorme de plus d'1 tonne 800 pour être exact. La Chrysler 300 Hurst de 69 se distingue du tout venant par son poids. Elle est en effet certainement la plus grosse de toutes les Hurst jamais construites. Un capot à prise d'air et un béquet de tous deux en fibre de verre, des roues Chrysler dorées de 15 pouces munies de cerclage chromé, ainsi que des monogrammes Hurst apposés un peu partout permettaient à cette voiture de se distinguer d'emblée des autres grosses Chrysler. Avec son moteur Magnum 440 de 375 chevaux et toutes les options haut de gamme de la Chrysler impériale, la Hurst 300 était là une occasion formidable de rendre hommage à une voiture mémorable. Hurst et Pontiac avaient entretenu d'excellents rapports dès le début des années 60 et avaient connu ensemble de nombreux succès. Alors, en 1970, ces deux sociétés ont ravivé cette ancienne amitié avec une voiture très agréable baptisée la Grand Prix SSJ.
À partir d'une Grand Prix modèle J blanche ou noire, selon le goût de l'acheteur, Hurst appliquait une couche de peinture bronze mat sur le capot, le toit et le coffre, après avoir installé un toit ouvrant électrique et habillé une partie du pavillon en vinyle. Les finitions étaient achevées en fonction du client, avec des options comme le Hurst Roll Control, un ordinateur de bord et même un téléphone mobile. Vous pouviez commander votre SSJ avec des banquettes ou une console et des sièges baquets, mais dans les deux cas, la transmission turbo-hydramatique était actionnée par, cherchez un petit peu, et oui, un levier de vitesse Hurst. La Grand Prix SSJ est l'une des voitures de Hurst les plus recherchées, avec seulement quelques 200 unités produites entre 70 et 72. À mesure que les années 70 avançaient et que l'industrie automobile succombait aux pressions visant à limiter la puissance des moteurs, Hurst, comme tous les passionnés de muscle cars, allait connaître quelques changements. George Hurst quitta la société qu'il avait créée en 1970 et après avoir changé de main à plusieurs reprises, celle-ci fut rachetée en 1981 par Cars & Concept, une société créée par un ancien employé de Hurst, Dick Chrysler. J'étais toujours amoureux de cette société. J'ai toujours voulu retravailler pour elle et dès mon départ, je me suis dit que si j'avais un jour l'occasion de la racheter, je le ferais. Lorsqu'elle fut mise en vente, je n'ai bien sûr pas hésité une seule seconde. Au cours des 6 années suivantes, sous la direction de Chrysler, le programme Hurst-Olds fut remis à l'ordre du jour et permit de donner naissance à quelques-unes des voitures de la décennie, parmi les plus performantes et les plus désirables. Doc Watson a quitté Hurst à la fin des années 60 et travaille aujourd'hui en tant qu'ingénieur conseil. Il travaille aussi bien sur les carburants alternatifs que les concept cars. Son plus grand plaisir est actuellement d'aider ses enfants dans leur travail. J'adore travailler avec mes enfants. Mon fils collabore essentiellement avec une société du nom de TDM. Et ma fille possède une entreprise de cosmétiques. Elle s'intéresse maintenant aux voitures et vient de sortir une gamme de produits baptisée Cruising Cosmetics. Je suis très heureux, je m'amuse beaucoup. En mauvaise santé pendant des années, George Hurst est décédé en 1986 et avec lui toute une époque disparue. Grâce à cet homme, une ère nouvelle avait vu le jour en Amérique et les voitures étaient dès lors devenues davantage une affaire de plaisir que de gros sous. Il y avait alors de la place pour les gens qui faisaient de grands rêves. Ces voitures ne sont pas seulement quelques cadeaux que nous a légués ce visionnaire. C'était sa façon à lui de partager la magie Hurst avec tous les passionnés. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, ne les envoyez pas à la casse, restaurez-les.